Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complexe. Et aujourd'hui, on va enfin parler d'un sujet qui est, à mon avis, central en analyse complexe, qui est le sujet, ou en tout cas le problème des logarithmes. Alors, pour introduire ce problème, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le fameux théorème des résidus, qu'on a démontré il y a quelques vidéos et qu'on a utilisé dans les vidéos qui ont suivi. Et il dit que si je prends une fonction f qui va d'un ouvert oméga dans C, et qu'on suppose seulement méromorphe, donc méromorphe, je vous rappelle que ça veut dire qu'elle est holomorphe, sauf peut-être par endroits où il y a des pôles. Donc des pôles, c'est des endroits où elles divergent. Si je prends un lacet qui se balade dans mon ouvert oméga, donc un lacet c'est un chemin qui est fermé, c'est-à-dire qu'il revient sur lui-même, mais alors l'intégrale de ma fonction f sur le lacet, ça va pas forcément faire 0. Et ça, c'est étonnant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que f est une primitive. Oui, puisque si grand F est une primitive de petit f, et que notre gamma le lacet, on a assez naturellement que l'intégrale le long du chemin gamma de f, cette chose-là, ça va être grand F de gamma de la fin, donc en l'occurrence ça va être gamma de 1, moins grand F de gamma du début, donc gamma de 0, si on a pris un chemin paramétré entre 0 et 1. Donc fin de l'intervalle et début de l'intervalle, ou de l'intervalle de paramétrage de gamma. Et ce truc-là, ça devrait valoir 0, parce que gamma, au début et à la fin, c'est la même chose. Donc f de le point final, c'est égal à f du point initial, puisque le point initial et le point final du lacet sont les mêmes. Donc on devrait avoir cette chose-là si grand F a une primitive. Et donc le fait que l'intégrale d'une fonction le long d'un lacet, ça va pas forcément être 0 si jamais la fonction n'est pas holomorphe partout, c'est dû au fait que si la fonction est seulement méromorphe, elle n'a pas forcément de primitive définie dans tout l'ouvert oméga. Une primitive étant une fonction qui, quand on la dérive, donne petit f. Et le fait que toutes les fonctions méromorphes n'ont pas de primitive, c'est essentiellement dû au fait que la fonction qui a z associe 1 sur z n'a pas de primitive. Et en fait, on voit que c'est un peu le seul truc qui va poser problème pour l'intégrale d'une fonction méromorphe, parce qu'une fonction méromorphe, au voisinage d'un pôle, ça va être un truc de la forme A0 plus A1Z plus A2Z carré, etc. Et de ce côté-là, on a d'autres termes, jusqu'à A moins Z sur Z puissance n, et si n est strictement plus grand que 1, on va dire si k est strictement plus grand que 1, a moins k sur z puissance k a une primitive. Oui, ça c'est facile, vous intégrez comme d'habitude, vous avez une primitive qui est donnée par a moins k, 1 sur z puissance k plus k moins 1, pardon, c'est ça, fois 1 moins k. Okay, et donc l'intégrale de ce truc-là le long d'un lacet, ça va faire 0. En revanche, cette chose-là ne marche pas pour k égale 1. Pour k égale 1, vous avez une division par 0, ça marche plus du tout. C'est pas du tout ça la primitive. Et en fait, on chercherait donc une primitive de 1 sur z. Et une primitive de 1 sur z, on sait que dans le cas réel, c'est ça, un logarithme, en fait. Mais ici, ce qui va faire que l'intégrale le long du lacet est non nulle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de logarithme complexe qui est défini partout autour du pôle. Il n'y a pas de logarithme qui va être défini partout autour du pôle, c'est-à-dire il n'y a pas de primitive de 1 sur z qui est définie partout autour de 0, et c'est ça qui fait que quand on prend un lacet qui tourne autour de 0, l'intégrale de 1 sur z le long de ce lacet n'est pas forcément nulle. Donc c'est lié au fait qu'il n'y a pas de primitive de 1 sur z, c'est-à-dire pas de logarithme qui va être défini sur tout le tour de 0. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails du logarithme, après cette petite histoire qui motive un petit peu tout ça. Et on va essayer de définir un logarithme partout, malgré ce que je viens de dire, et on va voir qu'on va avoir des problèmes. Donc, objectif, définir un logarithme qu'on va demander, dont on va demander qu'il est au moins continu sur C étoile évidemment, parce que log de 0, faut pas s'attendre à ce que ce soit défini, puisque un logarithme, vous voulez qu'il vérifie exponentielle de log z égale z, et l'exponentielle, elle n'atteint pas 0. Okay, et donc définition, quand même, d'un logarithme, on dit que une fonction L d'un ouvert oméga dans C est un logarithme
Bah si, c'est l'inverse de l'exponentielle en gros. Donc si pour tout z dans l'ouvert oméga, exponentielle, donc exponentielle c'est la fonction exponentielle définie par son développement en série entière, exponentielle de log de z est égale à z. Alors, bon, a priori, on ne sait pas trop si on va pouvoir en définir des fonctions comme ça. On sait qu'on est capable de le faire dans R, hein, c'est le logarithme dont vous avez l'habitude, ou au moins dans R+, dans R plus étoile même, c'est le logarithme dont vous avez l'habitude dans ce cas-là. Mais bon, sur C étoile, a priori, on ne sait pas trop si ça va être possible. Alors, essayons de voir à quoi ça pourrait ressembler un logarithme sur C étoile. Donc, je vais dessiner le plan complexe, ici, et je vais rajouter le cercle unité. Et on va voir pourquoi c'est important après. Il n'est pas très circulaire, mon cercle, peu importe. Donc ici, vous avez le point 1, ici, vous avez le point I, le point moins 1 et le point 1, le point moins I, pardon. Et au centre, vous avez 0. Maintenant, on veut définir un logarithme sur tous ces étoiles. Alors ici, bah, vous voyez que 1, c'est exponentielle de 0. Okay, donc vous avez envie de prendre log de 1 égale 0. C'est naturel. Ok. Maintenant, si vous avancez un peu, par exemple, vous allez jusqu'ici. Ici, vous avez exponentielle de i pi sur 8. Ok. Donc bon, ce truc-là, c'est 1 sur racine de 2 fois 1 plus i. Hein. Et donc, bah, vous prenez naturellement log de 1 sur racine de 2 fois 1 plus i. Cette chose-là, ça va être égal à, du coup, i fois pi sur 8. Ok, c'est naturel. Ici, vous avez exponentielle de 0. Vous avancez un peu, et de manière générale, ici, vous allez avoir exponentielle de iθ pour un certain θ qui va être entre 0 et 2π exclu. Ok, et donc, bah, naturellement, en avançant progressivement comme ça, vous voyez que vous allez avoir envie d'avoir log de l'exponentielle iθ, donc où θ c'est un élément de 0, 2π. Bah, cette chose-là, bah, vous voulez que ce soit iθ, naturellement. Ok. Donc vous avancez un petit peu. Ici, donc je vais écrire la valeur du logarithme successivement. Donc ici, vous avez un logarithme de 0. Ici, vous avez un logarithme de i pi sur 8. Ici, vous allez avoir un logarithme de i pi sur 4. Vous avancez un peu. Ici, vous allez avoir un logarithme de ici c'est i pi sur 2. Ici, c'est i pi sur 4. Oui, et ici c'est i pi sur 4. Excusez-moi, il y a une erreur depuis le début. Ok, donc là c'est bon normalement. Ici vous avez un logarithme de i fois pi. Ici vous continuez, vous obtenez, que je ne me trompe pas cette fois-ci, 5pi sur 4i, etc. Et finalement vous arrivez ici à 2i-pi. Mais là le problème c'est qu'on était parti à 0. Et donc là, on a l'air d'obtenir log de 1. D'une part, bah, on avait envie que ce soit égal à 0. Et d'autre part, une fois qu'on a parcouru tout le cercle et qu'on a défini le logarithme continuellement ici, bah, on arrive au bout. Et on a en fait envie que ce soit aussi égal à 2pi. Et ça pose problème. Parce que manifestement, ce qui se passe du coup, si je récapitule, c'est que si on définit le logarithme de 1 comme étant 0, et de proche en proche, on définit le logarithme de l'exponentielle iθ comme étant iθ, où θ ça va être un angle entre 0 et 2pi, ici on arrive au bout, et là on arrive à des logarithmes qui vont être de la forme 2pi moins epsilon fois i, où epsilon est tout petit, et donc ici ça va tendre vers 2pi. Et ça c'est problématique, parce que nous on veut définir un logarithme continu. Donc vous allez avoir d'une part le logarithme de 1 qui va valoir 0, et d'autre part quand vous approchez par ici de 1, vous obtenez un truc qui tend vers 2pi, quand vous prenez le log. Et donc manifestement vous ne pouvez pas définir un logarithme partout sur cette étoile. Alors, on peut remédier à ce problème-là quand même, et on peut essayer d'utiliser d'autres stratégies pour définir un logarithme que juste le définir en écrivant l'exponentielle en polaire et en essayant de deviner les valeurs que ça pourrait prendre. Une autre manière de définir le logarithme, c'est de dire comment je fais dans le cas réel. Dans le cas réel, j'ai une série entière et je peux dire que log de 1 plus x, ça va être la somme pour n variant de 1 à l'infini de x puissance n moins 1 puissance n plus 1 sur n. Ça peut être une bonne stratégie pour définir le logarithme. Et c'est ça qu'on va utiliser maintenant. Donc, deuxième stratégie.
utiliser la série entière. Et ça va être un bon moyen de définir un logarithme. Utiliser la série entière. Alors la série entière, vous voyez qu'elle a un rayon de convergence égal à 1. Donc bon, on va pouvoir la définir sur le disque ouvert de rayon 1. Et donc, on pose pour tout Z qui va être dans le disque centré en 1 et de rayon égal à 1. Ok, ça c'est l'ensemble des Z dans C tel que module de Z-1 est strictement plus petit que 1. C'est le disque centré en 1 et de rayon 1. Ben, on pose grand L de Z, ça va être du coup cette somme-là. Somme pour n variant de 1 à l'infini, d-1 puissance n plus 1 sur n, z-1 puissance n. Et ça, c'est exactement la série entière que vous obtenez ici, que j'ai juste décalé de 1 pour avoir un truc de la variable z et non pas de la variable 1 plus z à l'intérieur du logarithme. Alors cette chose-là, ça nous définit bien une fonction, mais pas partout. On n'a pas un truc défini partout sur C. Donc on a quand même réussi à définir un truc qui a de bonnes chances d'être un logarithme, mais ça a quand même un prix qui est que malheureusement on va pas pouvoir définir ce truc-là partout. Là on peut le définir a priori que sur un disque. C'est déjà un bon début. Et en fait ce truc-là on va voir que c'est bien un logarithme. Alors si je dessine un petit peu le disque en question, ici j'ai 0, ici j'ai 1. Et le disque sur lequel j'ai défini ma fonction, c'est ce disque-là. Donc ici, manifestement, mon truc, ça définit une fonction de z. Maintenant, la question, c'est, cette fonction est-elle un logarithme? La réponse, c'est oui. Comment on montre ça? On voudrait montrer que exponentielle de L de z est égal à z pour tout z dans du coup le disque de centre 1 et de rayon 1, qui est ce truc-là. Donc on veut montrer que on a cette égalité-là. Comment on va faire ça? On va utiliser une astuce assez sympathique et qui utilise beaucoup de choses qu'on a faites jusqu'à présent. On va remarquer que cette égalité-là, elle est clairement vraie sur R. Bah oui, parce que si Z est dans... du coup ça va être l'intervalle 0, 2, on a que exponentielle de grand L de Z, cette fois-ci, grand L, c'est juste la série du logarithme. Et donc ça, c'est exponentielle de logarithme de Z, ou le logarithme, en l'occurrence, c'est juste le logarithme réel dont vous avez l'habitude. Parce que j'ai supposé que Z était réel. Et donc dans ce cas-là, cette chose-là, c'est évidemment égal à Z. Et ces deux trucs-là, c'est des fonctions holomorphes. Vous avez d'un côté une fonction holomorphe comme composée de fonctions holomorphes, et de l'autre côté, c'est l'identité, c'est évidemment holomorphe. Évidemment, grand L, elle est holomorphe, parce que c'est une série entière. Holomorphe ou analytique, je vous rappelle que c'est la même chose. Donc, finalement, vous avez que exponentielle de grand L de Z et Z coïncident sur l'intervalle 0,2. Ok? Donc, si vous faites la différence, donc on pose f, la fonction qui a Z associée la différence des deux, on a que f est nul sur 0,2. L'intervalle 0,2, donc, qui est cet intervalle-là. Mais le truc, c'est qu'elle, c'est une fonction holomorphe. Donc, soit elle est nulle, soit ces zéros sont isolés. Manifestement, ces zéros ne sont pas isolés, parce que là, cet intervalle-là, évidemment, il a un point d'accumulation. Par exemple, ce point-là, c'est un point d'accumulation, parce que vous avez une suite de points de l'intervalle qui convergent vers ce point. Donc, par le principe des zéros isolés, f ne peut être que identiquement nul. Oui, parce que si elle n'était pas identiquement nulle, ces zéros seraient isolés par le principe des zéros isolés, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a montré qu'elle est nulle sur R. Donc finalement, par le principe des zéros isolés, f est identiquement nul. Et pour appliquer le principe des zéros isolés, on utilise quand même le fait que f est holomorphe. Et donc ça démontre bien cette chose-là. Et donc finalement, on a bien obtenu un logarithme qui est défini sur cette chose-là, sur tout le disque centré en 1 et de rayon 1. Alors c'est déjà assez satisfaisant, c'est un bon début. Le seul problème, c'est qu'on aimerait étendre ça un peu plus loin. On sait que, manifestement, ça peut s'étendre plus loin, parce qu'on sait déjà que le logarithme réel, on peut l'étendre au moins à tout l'axe ici. Donc
qu'on pourrait s'attendre à pouvoir étendre le truc aussi par là, etc. Mais on voit qu'on peut pas l'étendre partout non plus. Alors, pour ça, il va nous falloir une autre stratégie pour pouvoir étendre ce truc-là à un domaine plus grand. Et l'autre stratégie, ça va être d'essayer de construire manuellement une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x. Et cette chose-là, construire une primitive, comment on fait? On prend une intégrale. Donc, troisième stratégie. La troisième stratégie qu'on va utiliser, c'est utiliser une intégrale de 1 sur x. Alors, comment on va faire ça? On va naturellement essayer de poser. On pose pour tout z dans, a priori pour l'instant c'est étoile. On va dire, donc la L indice 2, ça va être un autre logarithme, on va voir qu'en fait c'est les mêmes. L indice 2 de z, ça va être l'intégrale, par exemple entre n'importe quelle borne, on va dire 1, et z de d oméga sur oméga. Oméga c'est la variable d'intégration, j'utilise pas z parce que j'ai déjà utilisé. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire intégrale entre 1 et z? Ça veut dire que si je prends mon 0 ici, mon 1 ici qui est mon point base ici, et un point z par exemple ici, et j'intègre, donc je prends comme lacet ce segment-là, ok, parcouru à une vitesse constante a priori, je prends comme lacet ce segment-là, et j'utilise juste le fait que je peux intégrer la fonction 1 sur x sur ce lacet, juste parce que c'est une fonction holomorphe sur ce lacet. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention parce que il peut y avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe si le point z est là? Si le point z est là, mon lacet, mon chemin, pas mon lacet, excusez-moi, il passe par 0. Et 1 sur x, quand on passe par 0, ça pose un problème. Donc en fait, on va pas pouvoir poser ça partout, on va pouvoir poser ça quand z n'est pas un réel négatif. Quand z n'est pas un réel négatif, le chemin entre 1 et z, il passe pas par 0, donc tout va bien. Ok, donc on peut poser cette chose-là dans le cas où z est un réel qui n'est pas négatif. Dans le cas où, z est un complexe qui n'est pas un réel négatif. C'est ça. Maintenant, la question c'est est-ce que ce truc-là c'est un logarithme? Alors, on l'a construit comme étant une primitive de la fonction 1 sur x, donc on peut espérer que sa dérivée ce soit bien la fonction égale à 1 sur x. Comment on fait ça? Montrons que L2 est holomorphe. Donc holomorphe sur quoi? Sur son domaine de définition, sur oméga qui va être égal à c étoile privé de R-. En fait, c étoile privé de R-, c'est juste c privé de R-. Parce que de toute façon, 0 il est dans R-. De dériver. De dériver quoi du coup? La fonction qui a z associe 1 sur z. Comment on fait ça? On calcule pour h petit, pour h complexe petit, L2 de z plus h moins L2 de z sur h. Alors, on fait un petit dessin. On prend 1 ici, 0 ici, un point z ici, un point z plus h ici, a priori on ne sait pas trop où, le vecteur h c'est ce truc là, ok, et d'un côté on a un chemin, donc le segment 1z ici, qui est celui qu'on intègre, celui sur lequel on intègre pour obtenir L2 de z, et de l'autre côté on a un deuxième segment, qui est le segment entre 1 et z plus h, qui est celui qu'on intègre pour obtenir L2 de z plus h. Donc ce truc-là, alors, à quoi ça ressemble? On peut écrire que L2 de z plus h moins L2 de z, c'est égal à l'intégrale entre 1 et z plus h de d oméga sur oméga, moins l'intégrale de 1 à z de d oméga sur oméga. Donc là, vous avez l'intégrale sur ça, moins l'intégrale sur ça. Alors évidemment, l'intégrale sur ça, moins l'intégrale sur ça. Évidemment, l'intégrale dans un sens, c'est moins l'intégrale dans l'autre sens. Ok, donc ça, je peux écrire que c'est l'intégrale de 1 à z plus h de d oméga sur oméga moins l'intégrale de z à 1 de d oméga sur oméga. Et ça, c'est un bon début parce que... excusez-moi. C'est un bon début puisque ça donne envie d'utiliser la relation de Chasles, entre guillemets, et qui dirait que du coup, cette chose-là, ce serait l'intégrale entre z et z plus h de d oméga sur oméga.
Sauf que, attention, on n'a jamais démontré une relation de Schall sur C. A priori, c'est pas si simple que ça. Sauf que, on a un analogue de la relation de Schall, qui est le fait que l'intégrale d'une fonction holomorphe sur un lacet, ça va faire 0. Je m'explique. Ici, on a un point 1, un point Z et un point Z plus H. Bon, quitte à réduire H, on peut supposer que le segment Z plus H ne va pas couper l'axe des réels négatifs. Okay, et donc dans ce cas-là, notre fonction 1 sur x, elle va être holomorphe au voisinage du triangle qui est délimité par ça. Okay, donc pour h assez petit, la fonction qui a oméga associe 1 sur oméga est holomorphe au voisinage. Donc quand je dis au voisinage, c'est sur un ouvert qui contient le triangle. Okay, au voisinage du triangle delta qui est délimité par 1 z, z plus h. Et quand je dis au voisinage du triangle, c'est au voisinage du triangle plein, c'est-à-dire sur un ouvert qui contient un triangle. Okay, donc on a juste besoin en fait que qu'on puisse trouver un ouvert du triangle qui ne contient pas 0. 0, c'est le point où ça peut poser problème. Okay, et donc maintenant, si on utilise le fait que l'intégrale d'une fonction holomorphe le long d'un lacet est nulle, on obtient, donc on a donc que l'intégrale de f qui a oméga associe 1 sur oméga le long de la frontière, donc vous prenez un chemin qui parcourt la frontière, de la frontière du triangle, est nul. Et pourquoi c'est vrai ça? Parce qu'on a démontré que si on a un ouvert simplement connexe, ce qui va être le cas ici d'un voisinage de notre triangle, si on a un ouvert simplement connexe et une fonction définie sur cet ouvert, alors l'intégrale de notre fonction le long de n'importe quel lacet va être nulle. Sous réserve que la fonction soit évidemment holomorphe dans l'ouvert simplement connexe en question. Ça c'est un théorème qu'on a démontré une fois précédente. Donc l'intégrale de notre fonction le long de la frontière du triangle est nulle, et cette chose-là, c'est exactement la même chose que de dire que l'intégrale de 1 à z plus h plus l'intégrale de z plus h à z, donc ce qui est ce bout-là, d'abord ce bout-là, puis ce bout-là, puis ce bout-là, plus l'intégrale de z à 1 de d oméga sur oméga, cette chose-là, ça fait 0. Et donc maintenant, si on injecte tout ça là-dedans, on voit apparaître ce terme-là et ce terme-là, et donc cette chose-là, ça va être égal à moins cette intégrale-là, c'est-à-dire l'intégrale de z à z plus h. Et donc on obtient finalement cette égalité-là. Et maintenant, vous divisez par h, vous voyez apparaître la moyenne de la fonction 1 sur x le long du segment entre z et z plus h, et cette chose-là, si h tend vers 0, ça tend évidemment vers 1 sur z, et ça c'est juste par continuité en z de la fonction qui a oméga associe 1 sur oméga, vous sortez les epsilon, c'est exactement ce que ça vous dit. Et donc, on a bien ce qu'on voulait. On a donc bien montré que L2, qui est une fonction qui va de C privé de R- dans C, est holomorphe de dérivée la fonction qui a Z associe 1 sur Z. Et ça c'est pas mal parce que du coup ça a de très bonnes choses d'être un logarithme, puisqu'on sait que dans le cas réel, on obtient un logarithme en prenant une primitive de la fonction qui a Z associée à 1 sur Z. Donc on va montrer que on va dire cette fonction L2 est un logarithme. Bon comment on fait ça? On va utiliser en fait exactement la même astuce que précédemment. Ah oui, parce que L2 est holomorphe. Donc
la fonction f qui a z associe exponentielle de L2 de z moins z est holomorphe. Maintenant, si z est par exemple un réel entre 1 et plus l'infini, on a que L2 de z, c'est l'intégrale de 1 à z de dx sur x, et ça, vous savez évidemment que c'est le logarithme de z, où log ici, c'est juste le logarithme réel dont vous avez l'habitude. Et donc, dans ce cas-là, exponentielle de L2 de z moins z, c'est juste exponentielle de log de z moins z, et ça fait 0. Et donc, finalement, la fonction f, elle est nulle. Où ça? Elle est nulle sur cet intervalle-là, ouvert. Donc, f est holomorphe sur oméga et nul sur quel intervalle, du coup? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce truc-là, ça admet un point d'accumulation, évidemment. Donc, par le théorème des zéros isolés, f est identiquement nul. Donc finalement, L2 est un logarithme défini sur oméga, c'est-à-dire C privé de R-. Donc en fait, c'est le domaine qui est tout C, sauf cette demi-droite là. C'est le seul endroit où on n'a pas défini L2. Et donc ça, c'est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on avait défini, que ce qu'on avait obtenu au début, qui était une fonction définie sur ce cercle-là. Maintenant, on avait défini une fonction qu'on avait appelée L sur ce cercle-là, on a défini une fonction qu'on appelait L2 sur tout ce domaine-là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elles sont égales? La réponse est évidemment oui. On sait que L2 de x, c'est log de x sur 0, 2, ok? Ça, c'est juste le fait que la primitive de 1 sur x sur r, c'est le logarithme. Et L de x, c'est log de x sur 0, 2. Ça, c'est juste le fait que vous connaissez le développement en série entière du logarithme. Donc, L2 moins L est nul sur 0, 2 et holomorphe. Donc, même argument. Donc, par le principe des zéros isolés. L2 moins L est identiquement nul. Donc, identiquement nul, ça veut dire nul sur le domaine où elle est définie, c'est-à-dire sur ce cercle-là. Donc, en fait, L et L2, c'est les mêmes fonctions. Okay. Et donc, à partir de maintenant, on l'appellera toujours L. Alors, évidemment, c'est pas vraiment au sens strict les mêmes fonctions, puisque L2, elle est définie sur un domaine plus grand que L a priori, mais sur le disque ici, les deux fonctions coïncident, et c'est cette chose-là qu'on appellera le logarithme principal. Donc, définition. La fonction L2, qui va du coup de C, prive de R- dans C, et qui a Z du coup associe intégrale de 1 à Z de d oméga sur oméga, qui est la fonction qu'on avait définie au début, est le logarithme principal. Et ce qu'on a démontré, on a démontré deux choses, enfin même trois choses. L2 est holomorphe, ok, bon, ça c'est cool. De dérivée, sans surprise, z donne 1 sur z, ça c'est ce qu'on a démontré. L2 de z, c'est égal à L de z, si jamais on est dans le cercle, donc c'est-à-dire cette chose-là, moins 1 puissance n plus 1 sur n, z puissance n, si z est dans le disque centré en 1 de rayon 1. Ok. Et troisième chose, qui est quand même l'objectif de tout ça, L2 est un logarithme. C'est-à-dire que exponentielle de L2 de z est égale à z si z est dans oméga. Et voilà, donc finalement, on a construit ce qu'on pouvait faire de mieux
pour un logarithme. On a vu qu'on pouvait pas définir un logarithme qui soit défini partout sur C. En revanche, si on enlève une demi-droite comme ça, ça marche. On peut définir un logarithme sur tout ça, qui va même être une fonction holomorphe, tout ce qui est de plus gentil, qui va avoir un développement en série entière au voisinage de tout point, puisque c'est une fonction holomorphe. Même mieux que ça, le développement en série entière au voisinage de 1, c'est le développement du log dont on a l'habitude. Donc beaucoup de choses se passent quand même très bien. Le seul problème, c'est qu'on peut pas tourner complètement autour de 0. On aura toujours une droite qui manque. Alors là, vous voyez que j'ai enlevé cette droite-là, mais en fait, j'aurais pu définir d'autres exemples de logarithmes. En fait, de manière générale, si vous enlevez une droite quelconque, cette droite-là, vous pouvez aussi définir un logarithme en intégrant la fonction 1 sur x entre un point base ici A et n'importe quel complexe Z qui n'est pas sur cette demi-droite là. Parce que si vous essayez d'intégrer vers un complexe qui est sur cette demi-droite, vous allez passer par 0, ce qui pose évidemment problème dans l'intégrale. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais raconter sur le logarithme pour l'instant. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.